Amélie Fournier avait 33 ans lorsque sa belle-mère l'a giflée devant 200 invités à son mariage. La main de Patricia Beaumont s'est abattue rapidement juste à côté du bar, et la salle est devenue silencieuse. « Apprends à rester à ta place », a-t-elle sifflé, avant d'humilier cette famille avec tes questions. Elle parlait de l'avenant au contrat de mariage, celui qu'Amélie avait signalé le matin même, avant que quiconque ne prenne la peine d'expliquer pourquoi une nouvelle clause était apparue quelques jours avant la cérémonie. Damien se tenait à 1 mètre de là. Il n'a rien dit. Patricia a souri aux invités comme si de rien n'était lissant sa robe déjà certaine que l'affaire était close. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de confirmer. Cette nuit-là, en fouillant dans son sac, Amélie a trouvé un dossier que l'assistante de Patricia avait laissé par erreur. À l'intérieur se trouvait la vraie raison de la gifle. Experte comptable judiciaire de profession, Amélie l'a lu 2 fois pour en être sûre. Puis elle a refermé le dossier, l'a reposé exactement là où elle l'avait trouvé et n'a rien dit du tout. Patricia pensait l'avoir réduite au silence. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de lui fournir la preuve. Avant de plonger dans l'histoire, commentez d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous, car l'histoire de demain est encore plus intense. Le plan de table était la 3e version d'Amélie. Le premier, Patricia, l'avait modifié sans le lui dire, déplaçant 2 des collègues d'Amélie à une table près de la cuisine. Le second avait entièrement disparu de la boîte de réception du coordinateur de l'événement. Une erreur technique, avait dit Patricia avec un haussement d'épaules étudié. Alors Amélie a élaboré la 3e version elle-même, en a imprimé 4 copies, les a plastifiées et les a remises en main propre au directeur du lieu le matin du mariage. Elle en a également gardé une pliée dans sa petite pochette, juste à côté de son gloss. C'était simplement sa façon de fonctionner. Elle se déplaçait maintenant dans le hall principal du domaine des Beaumont, un verre d'eau pétillante à la main, ses yeux balayant la pièce de passage silencieux et efficace. Des tables rondes, drapées de lin ivoire, des bougies, se consumant doucement dans des photophores en cristal, des fleurs, des renoncules blanches et des cinéraires maritimes, arrangés exactement comme elle l'avait spécifié dans le contrat du prestataire qu'elle avait renégocié elle-même, après que Patricia avait oublié de confirmer l'acompte du fleuriste initial. 300 invités, remplissant l'espace d'un bruit chaleureux, des rires montant vers le plafond voûté. Tout semblait parfait. Amélie s'en était assurée. Elle s'est arrêtée près de la fenêtre du fond, à vérifier l'heure sur son téléphone. Le traiteur avait 12 minutes de retard sur la 2e tournée d'Amuse-Gueule. Elle a envoyé un texto rapide à l'organisateur de l'événement. Poli, précis, sans place pour l'incompréhension. Puis elle a rangé son téléphone et a lissé le devant de sa robe. La robe était le choix de sa mère, d'une certaine manière, pas le tissu lui-même. Sa mère Marie Fournier était décédée 3 ans plus tôt, un mardi de mars, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le vieux café. Mais Amélie lui avait décrit le style lors d'un appel téléphonique des années avant que tout cela n'existe, à l'époque où le mariage était encore une hypothèse. Quelque chose de simple, avait-elle dit, des lignes épurées, rien qui n'en fasse trop. Marie avait ri et dit « Ma chérie, tu n'as jamais fait trop d'efforts un seul jour de ta vie. C'est tout ton problème et tout ton don. » La robe était en crêpe ivoire ajustée à la taille avec de longues manches et une traîne modeste. Simple et purée, exactement ce qu'il fallait. Elle a repéré Damien de l'autre côté de la pièce. Il riait de quelque chose que son colocataire d'université disait. Sa main lâche autour d'une flûte de champagne, son sourire facile et ouvert pour lequel elle était tombée amoureuse 2 ans plus tôt lors d'un dîner chez un ami commun. Il était beau dans son costume bleu marine, détendu comme le sont souvent les gens riches lors de leurs propres événements à l'aise dans des espaces construits pour eux sans hâte, sans souci. Il a levé les yeux et a croisé son regard. Tout son visage a changé une chaleur le traversant comme si les lumières s'étaient allumées. Il a levé légèrement son verre juste pour elle. Elle lui a souri en retour. Elle le pensait. Il a commencé à traverser la pièce, mais sa mère lui a attrapé le bras. Patricia Beaumont se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait jamais douté une seule fois de sa place au centre de chaque pièce où elle entrait. 61 ans, les cheveux argentés, vêtue d'une robe fourreau couleur champagne qui coûtait probablement plus cher que la première voiture d'Amélie. Elle avait la même mâchoire forte que Damien, mais là où le visage de son fils était ouvert, le sien était composé, contrôlé comme un masque porté si longtemps qu'il était devenu le visage en dessous. Elle a dit quelque chose à Damien.
Il a ri de nouveau plus doucement cette fois, et s'est resté. Amélie l'a regardé rester. Elle ne s'est rien permis de ressentir à ce sujet pour l'instant. Il y avait un planning de dîner à gérer. Le toast a eu lieu à 19h15. Patricia se tenait au centre de la pièce avec un microphone, une flûte de champagne, et le sourire chaleureux et exercé d'une femme qui avait prononcé des centaines de discours publics. Elle a parlé du père de Damien Gérald et de leur fierté. Elle a parlé d'héritage et de famille. Elle a utilisé le mot « intendance » 2 fois. Puis, elle s'est tournée vers Amélie. « Et Amélie, a-t-elle dit, sa voix lisse comme une pierre polie, nous espérons que vous trouverez votre place ici. Une famille comme la nôtre, notre histoire, nos responsabilités. C'est beaucoup pour quiconque d'y entrer. » Une petite pause gracieuse. Nous sommes des gens patients. Nous savons que cela peut prendre un certain temps avant que vous ne vous sentiez vraiment prête. De légers rires à quelques tables, des sourires polis, de personnes qui n'avaient pas entendu le tranchant dans sa voix. Amélie a tenu son verre et a gardé une expression agréable, neutre. Elle était douée pour la neutralité. Patricia l'a trouvée juste après 20 heures près du bar au bord de la salle principale. Un toast privé, a dit Patricia touchant le coude d'Amélie, l'éloignant d'un demi-pas du groupe d'invités le plus proche. Juste nous. Sa voix était chaude, ses yeux ne l'étaient pas. À propos de ces documents sur lesquels vous posiez des questions ce matin. Andy, qui... Patricia a gardé son sourire, a maintenu sa voix basse, menant tout cela comme une conversation facile. L'avenant au contrat de mariage. J'avais juste quelques questions sur la clause de fiducie, a dit Amélie. Calme, égale. La main de Patricia a bougé rapidement. Le son était petit et sec comme une seule note frappée sur une surface dure. La joue d'Amélie a brûlé. La pièce autour d'eux est devenue brièvement, terriblement silencieuse. Apprends à rester à ta place, a dit Patricia, toujours souriante, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, et arrête de poser des questions sur des choses que tu ne comprends pas. Amélie a entendu une femme à proximité inspirer brusquement, a entendu un verre être posé trop fort. Elle a tourné la tête et a trouvé Damien. Il était à 1,20 m. Il avait tout vu. Son visage était devenu blanc. Sa bouche s'était légèrement ouverte, comme s'il était sur le point de parler, comme si les mots se formaient déjà quelque part derrière ses dents. Il n'a pas parlé. Il est resté là, immobile, silencieux. Amélie l'a regardé pendant un instant exact. Puis elle s'est retournée, a lissé le devant de sa robe d'une main et est retournée dans la réception. Son expression ne trahissait rien du tout. La suite nuptiale était au 3e étage du domaine. Quelqu'un l'avait préparée pendant la réception. Des pétales de rose sur le lit, une bouteille de champagne suant dans un seau en argent, 2 flûtes en cristal posées côte à côte sur la commode. C'était censé avoir l'air romantique. Ça ressemblait à une mise en scène. Damien s'est assis sur le bord du lit et a retiré ses chaussures. Il n'avait toujours pas dit grand-chose. Dans la voiture, en montant, il avait cherché sa main et elle l'avait laissé la prendre et aucun d'eux n'avait parlé. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle aurait dit de toute façon. La soirée était magnifique, a-t-il dit maintenant, en posant une chaussure. Sa voix était fatiguée. Malgré tout, c'était quand même magnifique. Amélie n'a pas répondu tout de suite. Elle se tenait près de la fenêtre cherchant la fermeture éclair de sa housse à vêtements. Oui, c'était le cas, a-t-elle dit, calme neutre. Damien l'a regardée. Elle pouvait le sentir sans se retourner. « Je sais », a-t-il commencé. « Je sais ce qui s'est passé au bar Amélie. Je suis désolé. Elle a dépassé les bornes. Tu devrais dormir un peu, a-t-elle dit. Nous avons une voiture tôt demain. » Il est resté avec ça un moment. Puis il s'est allongé un bras sur son visage et a laissé échapper une longue et lente respiration. Elle a écouté sa respiration se régulariser au cours des 20 minutes suivantes. C'était la manière de Damien de gérer les choses difficiles. Pas en les évitant exactement, mais en les reportant, en les pliant et en les rangeant quelque part jusqu'à demain ou le jour d'après, ou chaque fois que l'air semblerait plus facile. Il s'est endormi avant qu'elle ait fini de refaire ses bagages. Elle a trouvé le dossier par accident. Elle empilait les papiers du mariage dans son sac de voyage. Les reçus des prestataires, le contrat du lieu signé, la feuille de décompte finale, et il était là glissé entre les impressions du plan de table et une copie pliée du programme de la cérémonie, une simple chemise cartonnée légèrement plus épaisse que le reste sans étiquette sur l'onglet. Elle a failli le mettre de côté. Elle ne l'a pas fait. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle a reconnus immédiatement. Le contrat de mariage, le même ensemble qu'on lui avait remis 3 jours plus tôt, la même pile qu'elle avait discrètement examinée,
lorsqu'elle avait trouvé une clause qui ne correspondait pas à la version que l'avocat de Damien leur avait décrite des semaines auparavant. Elle n'avait pas eu la chance de le lire entièrement ce matin-là, avant que l'assistante de Patricia ne le reprenne de la table, s'excusant disant qu'elle lui avait donné la mauvaise copie. Elle s'est assise dans le fauteuil près de la fenêtre, le dossier ouvert sur ses genoux, et a commencé à lire. La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration lente de Damien et du faible bruit de l'équipe d'entretien du domaine quelque part en bas en train de plier la nuit. Elle a trouvé la clause à la page 7. Elle était rédigée de la manière dont la malversation financière l'est généralement soigneusement techniquement nichée entre un langage standard pour que toute personne non formée à lire ces structures puisse la survoler. Un trust de services de conseil établi au nom de Patricia Beaumont, décrit comme un véhicule pour une compensation consultative continue liée à la gestion future du patrimoine. Le langage le faisait paraître routinier professionnel comme quelque chose que les avocats de Gérald avaient suggéré des années auparavant et simplement reconduit. Mais Amélie a lu le mécanisme de financement. Un pourcentage des versements de l'héritage de Damien, déclenché à chaque fois qu'il puiserait dans les actifs gérés du patrimoine, serait d'abord acheminé vers le trust automatiquement, sans nécessiter l'autorisation de Damien à chaque occurrence. Patricia détiendrait un contrôle discrétionnaire exclusif sur ces fonds. Ils ne seraient pas considérés comme des actifs matrimoniaux communs. Amélie est restée très immobile. Elle l'a relu. Elle ne se trompait pas. La clause n'était pas là pour protéger le patrimoine. Ce n'était pas un arrangement de conseil standard. C'était un drainage silencieux, légal, presque invisible, si on ne savait pas quoi chercher positionner, de manière à ce que Patricia continue de puiser dans l'héritage de Damien à l'insu de sa femme, et sans qu'aucun d'eux n'ait à en discuter. Tant qu'Amélie ne regardait jamais de près cela, continuerait simplement à fonctionner. C'était tout l'enjeu. La gifle n'avait pas été une question de bienséance. Ce n'était pas une question de tempérament de Patricia ou de possessivité maternelle ou d'un mauvais moment lors d'une soirée tendue. C'était un avertissement délivré rapidement et durement, parce qu'Amélie s'était trop approchée parce qu'elle avait regardé les papiers de trop près, parce que Patricia avait eu besoin qu'elle arrête de poser des questions avant qu'elle ne trouve exactement ce qu'Amélie regardait maintenant. Elle est restée avec ça un moment. Puis elle a refermé le dossier, l'a posé sur le bras du fauteuil et a regardé de l'autre côté de la pièce Damien endormi sur le lit. Son visage était détendu. Sa respiration était lente et régulière. Il n'avait aucune idée. Elle l'a regardé une seconde de plus. Puis elle a détourné le regard. Elle a pris son téléphone. Elle a ouvert l'appareil photo. Elle a photographié chaque page lentement, soigneusement, en s'assurant que chacune était entièrement dans le cadre et lisible. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a rien manqué. Quand elle a atteint la dernière page, elle est revenue en arrière et a confirmé que la clause de fiducie était capturée clairement, le langage net et lisible à l'écran. Puis elle a refermé le dossier exactement comme elle l'avait trouvé. Elle l'a remis entre les impressions du plan de table et le programme de la cérémonie. Elle a redressé les bords jusqu'à ce que la pile ait l'air intacte. Elle a posé son téléphone face contre table sur la table de chevet et s'est rassise dans le fauteuil. Les pétales de rose sur le lit n'avaient pas bougé. Le champagne suait toujours tranquillement dans son seau. Elle n'a touché ni l'un ni l'autre. La porte du balcon s'est ouverte sans un bruit. Amélie est sortie dans le petit matin, la refermant derrière elle. La pelouse arrière du domaine s'étendait en dessous d'elle dans la lumière grise d'avant l'aube. Des armatures de tente blanche, en cours de démontage des chaises pliantes, empilées en longues rangées, le fantôme de la nuit dernière encore en train d'être discrètement démantelé. Elle s'est tenue à la balustrade dans sa robe de chambre et l'a regardé un moment. Puis elle a appelé René. Ça a sonné 2 fois. Je me demandais quand tu appellerais. La voix de René était alerte. Pas de somnolence. Elle attendait probablement depuis la nuit dernière. À quel point c'est grave ? J'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de réagir, a dit Amélie. Une pause. D'accord, j'écoute. Amélie a gardé sa voix basse et égale. Elle a décrit le dossier, le contrat de mariage, la page 7. Elle a expliqué à René la structure de la fiducie, de la même manière qu'elle expliquerait à un client une anomalie d'audit, signaler le nom de l'entité, le mécanisme de financement, le déclencheur de versement automatique, le contrôle discrétionnaire exclusif. Elle a utilisé le langage exact de la clause. Elle n'a pas commenté. Quand elle a terminé la ligne, est restée silencieuse 1 seconde.
Amélie. La voix de René avait changé, plus tendue maintenant. Ce n'est pas un arrangement de conseil standard. Non, c'est un siphon. Oui. D'accord. Elle pouvait entendre René bouger le son d'elle se redressant quelque part. Donc tu dois réveiller Damien tout de suite et lui montrer ses photos. Et tu dois sérieusement envisager de monter dans cet avion ce matin. Non, Amélie, réfléchis à ce qui se passe si je fais ça. La voix d'Amélie est restée égale. J'explique à Damien des documents qu'il n'a pas encore lus sans avoir dormi 1 heure avant notre départ. Il n'a pas les connaissances pour lire cette structure par lui-même. Il ira directement voir sa mère pour une explication. Elle a fait une pause. Et Patricia aura une explication toute prête. Elle en a une de prête depuis qu'elle a inséré cette clause. Renée était silencieuse. Elle dira que c'est un arrangement de planification successorale standard, a continué Amélie, que c'était l'idée de l'avocat de Gérald que j'ai mal lu le langage, qu'une experte comptable judiciaire voyant de la fraude là où il n'y en a pas est exactement le genre de problème auquel Damien aurait dû penser avant d'épouser quelqu'un. Elle s'est arrêtée. Elle en fera une affaire personnelle, mon passé, mes habitudes professionnelles, mon incapacité à faire confiance à une famille qui m'a accueilli. Elle a laissé cela en suspens 1 seconde. Et Damien sera là épuisé et dépassé, et il voudra la croire parce que c'est plus facile. Si, d'ici. Un autre silence. Tu sais, je déteste que tu aies raison, a dit René. Je sais. Alors qu'est-ce que tu fais ? Amélie a baissé les yeux sur la pelouse. 2 ouvriers pliaient la dernière section de la tente blanche se déplaçant lentement dans l'air frais. Je pars en lune de miel, je vais être présente pour ça. Et quand nous reviendrons, je vais extraire tous les documents publics sur Beaumont Capital et Associés auxquels je peux accéder. Et je vais découvrir si ce trust est un coup unique ou une partie de quelque chose de plus grand. Tu penses que c'est plus grand ? Ce n'était pas vraiment une question. J'ai déjà signalé cette structure exacte, a dit Amélie, 3 fois. Toutes les 3 étaient des véhicules de dissimulation. On ne construit pas ce genre de mécanisme pour une petite faveur. On le construit parce qu'on a besoin d'un accès constant et silencieux à de l'argent qui n'est pas à soi. Elle a fait une pause. Ce n'est pas la seule chose qu'elle cache. Je parierai dessus. René a expiré lentement. Et Damien ? Amélie n'a pas répondu tout de suite. Une lumière s'était allumée dans l'une des fenêtres inférieures du domaine. Les ouvriers en bas se déplaçaient régulièrement sans hâte, pliant et empilant. Ils se tenaient à 1,20 m, a-t-elle finalement dit. Quand sa mère a fait ce qu'elle a fait, il a tout vu. Je sais, a dit René plus doucement maintenant. Je ne suis pas prête à parler de cette partie pour l'instant. Sa voix n'a pas vacillé, mais elle le pensait. Une chose à la fois. D'accord. Le ton de René est revenu à quelque chose de pratique, de stable, la façon dont elle se stabilisait toujours quand Amélie avait besoin d'elle. Tu commences à extraire les documents quand tu seras de retour. Tu m'envoies tout ce qui touche à l'exposition réglementaire et je te dirai ce que nous envisageons d'un point de vue juridique. C'est ce dont j'ai besoin. Et tu gardes ces photos quelque part où elle ne pourra pas les trouver accidentellement. Déjà déplacées vers un dossier cloud privé ce matin. René a fait un petit son qui était presque un rire. Presque. Bien sûr que tu l'as fait. Elles sont restées en ligne un moment de plus sans parler. En bas, la dernière section de la tente est tombée. « Fais attention », a dit René. « Je suis sérieuse. Je le ferai. » Amélie s'est redressée une main sur la balustrade. « Je t'appelle quand nous atterrirons. » Elle a mis fin à l'appel et s'est restée là un moment de plus, regardant la pelouse dégager l'espace vide où la réception avait eu lieu quelques heures plus tôt. Puis elle est rentrée à l'intérieur. Damien dormait toujours un bras étendu sur son côté du lit. Elle s'est assise au petit bureau dans le coin, a ouvert son ordinateur portable et a créé un nouveau dossier. Elle a tapé le nom soigneusement, Patricia. Puis elle l'a fermé, a fermé l'ordinateur portable et l'a mis dans son sac. Elle a jeté un coup d'œil à son alliance. Puis elle s'est levée pour commencer à faire ses valises. Le 14e étage de la banque était calme à midi. La plupart de l'équipe d'Amélie descendait déjeuner à la sandwicherie du coin ou au restaurant thaïlandais à 2 rues de là. Ils avaient cessé de lui demander de se joindre à eux après les premières semaines. Elle n'était pas désagréable à ce sujet. Elle avait juste généralement quelque chose à finir. Aujourd'hui, elle avait quelque chose à commencer. Elle a fermé la porte de son bureau, a posé un récipient de restes de riz sur son bureau et a ouvert son ordinateur portable. La base de données publique de l'AMF, Autorité des marchés financiers,
s'est chargée proprement et rapidement. Elle a tapé « Beaumont Capital et associés » dans le champ de recherche et s'est adossée à sa chaise pendant que les résultats s'affichaient. 14 documents remontant à 11 ans. Elle a commencé par le plus récent et a travaillé à rebours comme elle le faisait toujours. L'état actuel d'abord, puis l'historique pour l'expliquer. Elle a mangé en lisant. La première chose qu'elle a remarquée était routinière. Des divulgations standards des résumés d'actifs, rien qui ne saute aux yeux. Le genre de document qu'une société de gestion de patrimoine de taille moyenne produit quand les choses vont bien ou quand les choses sont gérées assez soigneusement pour paraître bien. La deuxième chose qu'elle a remarquée était une lacune. Une catégorie spécifique d'actifs de compte de fiducie de clients déclarés de manière cohérente jusqu'à l'année 7 disparaissait discrètement de la ligne de synthèse à l'année 8. Non signalé, non annoté, juste partie fondue dans une catégorie plus large intitulée « Avoir de réserve opérationnelle ». Le langage était vague d'une manière que le langage spécifique n'est jamais par accident. Amélie a posé sa fourchette. Elle a ouvert une deuxième fenêtre et a extrait les déclarations d'enregistrement de l'entreprise au niveau national, qui exigeaient un peu plus de détails sur la séparation des comptes de fiducie. Elle a comparé les chiffres côte à côte, les déclarations nationales par rapport au résumé de l'AMF et a trouvé l'écart presque immédiatement. Les comptes de fiducie des clients n'avaient pas disparu. Ils avaient été reclassés. L'argent était toujours là, toujours en mouvement, mais la trace écrite avait été réorganisée pour qu'il ressemble à du capital d'exploitation au lieu de fonds détenus par les clients, ce qui signifiait que quelqu'un avait puisé dans des comptes qu'il n'avait aucun droit légal de toucher et avait étiqueté les retraits comme quelque chose de complètement différent. Elle est restée très immobile. Elle avait déjà vu ça pas souvent, mais assez pour savoir exactement ce que cela signifiait et exactement comment cela se terminait. Des fonds de clients utilisés pour couvrir des pertes d'exploitation n'étaient pas une erreur de comptabilité. C'était une violation de conformité assez grave pour déclencher une action réglementaire, une suspension de licence et dans les pires cas, une saisine pénale. Elle a ouvert une feuille de calcul et a commencé à construire une chronologie. À la fin de son heure de déjeuner, elle avait documenté 4 cas distincts sur 3 exercices fiscaux. Le schéma était cohérent. Des pertes d'exploitation apparaissaient dans un trimestre. Le trimestre suivant, les totaux des comptes de fiducie des clients baissaient d'un montant correspondant. Puis la reclassification se produisait discrètement dans les documents lissant la ligne. Patricia faisait cela depuis au moins 3 ans. Et d'après la trajectoire, la taille des pertes, le rythme des retraits, la vitesse à laquelle les revenus réels de l'entreprise diminuaient, Beaumont Capital et associés avaient environ 18 mois avant que l'écart ne devienne trop grand pour être camouflé, avant que toute la structure ne s'effondre sous son propre poids. Damien ne savait pas. Gérald ne savait pas. Les clients dont l'argent était discrètement emprunté pour maintenir les lumières allumées ne le savaient certainement pas. Amélie a sauvegardé la feuille de calcul dans le dossier privé, a fermé son navigateur et a mangé le reste de son déjeuner froid. Damien était déjà à la maison quand elle est arrivée ce soir-là. Il préparait des pâtes, se déplaçant avec aisance dans leur cuisine d'une manière qui la surprenait encore parfois. Ça facilitait sa chaleur. Il lui a demandé comment s'était passée sa journée. Elle a dit que ça allait. Elle a posé son sac et s'est assise au comptoir de la cuisine et l'a regardé bouger un moment. Puis elle a dit « Je veux te dire quelque chose ». Il a regardé par-dessus son épaule. « Oui, ta mère m'a frappé au mariage. » La cuillère en bois a cessé de bouger. Il s'est retourné lentement. Son visage est passé par plusieurs phases à la fois. La confusion d'abord, puis quelque chose de peiné, puis une stabilisation prudente, comme s'il choisissait comment atterrir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Quand elle m'a prise à part près du bar, a dit Amélie, elle m'a giflé au visage et m'a dit que je devais apprendre à rester à ma place et arrêter de poser des questions sur les papiers du contrat de mariage. Damien a posé la cuillère. Il a contourné le comptoir et s'est tenu devant elle, et elle pouvait voir une détresse sincère sur son visage, réelle, pas jouée. Sa mâchoire était serrée. « Amélie, je n'ai pas vu. »« Si tu as vu, a-t-elle dit calme, tranquille. Tu te tenais à 1,20 m, tu as tout vu. » Il est resté silencieux une seconde. L'eau des pâtes bouillait sur la cuisinière. « Je suis désolé, a-t-il dit, et il le pensait. Elle pouvait dire qu'il le pensait. J'aurais dû. J'ai figé. Je ne savais pas quoi faire. » Il a expiré. Elle est protectrice. Elle se met des choses en tête et elle ne le gère pas toujours de la bonne façon. « Je comprends, a dit Amélie. Il a cherché sa main.
Elle l'a laissé la prendre. Elle ne le pensait pas comme ça apparu, a-t-il dit. Elle était stressée. Le mariage, l'image de la famille. Elle panique. Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle juste. Je comprends, a répété Amélie. C'était la même voix qu'elle utilisait au travail quand un client justifiait quelque chose qu'elle avait déjà documenté. Patiente impénétrable. Elle avait appris il y a longtemps que parfois la chose la plus importante que l'on pouvait dire était de ne rien dire du tout. Damien a serré sa main. Elle a serré la sienne en retour. Après le dîner, elle lui a dit qu'elle était fatiguée et est allée se coucher tôt. Elle est restée allongée dans le noir quelques minutes, l'écoutant faire la vaisselle dans la cuisine. Puis elle s'est levée, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à organiser les documents. La réponse se trouvait dans les archives de l'industrie. Amélie les a trouvés un mardi, pendant sa pause déjeuner, la même heure calme qu'elle avait utilisée toute la semaine. Elle ne cherchait pas un nom en particulier. Elle cherchait un schéma. Une experte comptable judiciaire ne suit pas seulement l'argent. Elle suit le comportement. Et le comportement se répète. Elle a commencé par une base de données professionnelle à laquelle son entreprise était abonnée un agrégateur de documents juridiques et financiers utilisé principalement pour la diligence raisonnable dans les cas de fusion. Elle a tapé « Beaumont Capital et associés » et a filtré par changement de personnel départ de partenaires sortis. 3 sont apparus. 2 étaient des départs à la retraite, propres documentés sans particularité. La 3e était une femme nommée Dr Caroline Dubois. Amélie a lu son nom 2 fois, puis a commencé à cliquer. Caroline Dubois avait rejoint Beaumont Capital et associés en tant que partenaire junior il y a 11 ans. Elle avait une formation en conformité, le genre d'expertise pointue et méthodique qui faisait d'elle exactement le genre de personne qui remarquerait quelque chose d'anormal dans les livres. De toute évidence, elle était douée dans son travail. Son taux de rétention de clients était documenté dans un profil de publication professionnelle de sa 2e année dans l'entreprise. Son nom apparaissait aux côtés de celui de Patricia dans 2 programmes d'événements de l'industrie toujours un pas derrière, toujours listés en second. Puis il y a 8 ans, elle était partie. Le départ en lui-même n'était pas inhabituel. Les gens quittent les entreprises. Mais Amélie a continué à tirer les fils. Elle a trouvé un court article dans un journal d'affaires régional, le genre de publication qui couvrait la gestion de patrimoine, comme un journal local couvre les réunions du conseil municipal. L'article était prudent, plein de réserves, la façon dont le journalisme devient quand les avocats ont déjà passé des coups de fil. Mais sa forme était assez claire. Des questions avaient été soulevées, disait-il, sur le jugement professionnel et l'approche de gestion de la clientèle de la Dr Dubois. Des sources proches de l'entreprise anonyme décrivaient un schéma de frictions internes et suggéraient que la Dr Dubois avait eu du mal à s'adapter à la culture de l'entreprise. L'article a été publié 3 semaines avant que le nom de Caroline Dubois ne disparaisse complètement du site web de l'entreprise. Amélie s'est adossée à sa chaise. Elle a pensé à la chronologie. Elle a sorti le dossier financier qu'elle avait déjà construit et a fait des recoupements. La première reclassification qu'elle avait trouvée, la preuve la plus ancienne de détournement de compte de fiducie, remontait à 9 ans, 1 an avant le départ de Caroline Dubois. Elle a ouvert un nouvel onglet et a cherché directement le nom de Caroline Dubois. Il lui a fallu 15 minutes pour la trouver. Elle était maintenant responsable de la conformité dans une petite banque coopérative d'une autre région. Une rétrogradation significative par rapport au poste de partenaire junior dans une entreprise comme Beaumont Capital. Son profil LinkedIn était clairsemé. Aucune mention de Beaumont du tout. Juste un CV professionnel calme et prudent avec une lacune lissée comme une cicatrice que quelqu'un avait appris à ne pas expliquer. Amélie est restée avec ça un moment. Puis elle est retournée à l'article du journal d'affaires et l'a relu plus lentement cette fois. Des questions sur le jugement professionnel. C'est ce qu'ils avaient dit. Pas de faute professionnelle, pas de violations éthiques, juste un doute calme et persistant semé aux bons endroits au bon moment, pour s'assurer que lorsque Caroline Dubois lèverait la main et pointerait quelque chose de mal, personne ne la prendrait assez au sérieux pour regarder. Patricia ne l'avait pas licenciée, elle l'avait d'abord discréditée. Amélie l'a compris de la même manière qu'elle a compris la reclassification des comptes de fiducie, non pas parce que c'était compliqué, mais parce qu'elle a reconnu la structure. La même méthode appliquée à une personne au lieu d'un grand livre. Réorganiser le dossier.
Obscurcir l'origine. Faire en sorte que la chose que vous voulez cacher ressemble à quelque chose de complètement différent. Elle a pensé à sa propre réception de mariage, aux allaitements des invités près du bar. Patricia se penchant près d'elle, sa voix basse et tranchante, choisissant ce moment le lendemain matin où Amélie avait posé des questions sur le contrat de mariage, des questions auxquelles Patricia ne pouvait pas répondre clairement. Ce n'était pas impulsif, c'était un calcul. Si Amélie pleurait, ou était en colère, ou visiblement secouée, alors l'histoire deviendrait à propos d'Amélie, de sa réaction, de sa stabilité, de sa difficulté du genre de femme qui cause des scènes à son propre mariage. Patricia avait essayé d'allumer une mèche et de regarder Amélie exploser. Elle n'avait pas compté sur le fait qu'Amélie resterait silencieuse. Damien a abordé le sujet au dîner ce soir-là. Saumon grillait une salade qu'il avait préparée lui-même, le genre de repas de semaine facile dans lequel ils étaient tombés dans les courtes semaines de leur mariage. Il avait construit quelque chose depuis qu'il s'était assis. Elle pouvait le dire à la façon dont il commençait des phrases et les arrêtait, réarrangeant sa fourchette. Finalement, il a dit « L'événement de l'entreprise arrive le mois prochain. Maman sera là. » Amélie l'a regardé. « Je pense juste que pour que les choses se passent bien, il vaudrait peut-être la peine de laisser tomber toute l'affaire, d'aller de l'avant. » Il a croisé son regard prudent et sincère. Pour la famille. Elle a soutenu son regard un moment, puis elle a hoché la tête lentement et régulièrement. « J'y réfléchirai », a-t-elle dit. Il a semblé soulagé. Il a tendu la main et a touché brièvement la sienne, puis est retourné à son saumon. Après le dîner, elle est allée à son bureau à la maison et s'est assise. Elle a ouvert le dossier intitulé « Patricia ». Elle a créé un nouvel onglet. Elle l'a intitulé « Caroline Dubois, schéma antérieur ». Elle a ajouté l'article du journal, la comparaison chronologique, le profil LinkedIn, les archives datées de la première reclassification par rapport à l'année du départ de Dubois. Puis elle s'est adossée et a regardé ce qu'elle avait. Pas un incident, une méthode. Le café était le choix de Sandrine. Un petit endroit près du quartier des Arts, le genre d'endroit avec des chaises dépareillées et un menu à la craie et une bonne lumière entrant par les fenêtres avant, en fin de matinée. Amélie est arrivée la première. Elle a commandé un café noir simple, a trouvé une table dans un coin loin de la porte et a posé son téléphone face contre table. Elle n'enregistrait pas ça. Pas encore. Sandrine n'était pas une cible. Elle était une question à laquelle Amélie n'avait pas fini de répondre. Sandrine est entrée 5 minutes plus tard, légèrement essoufflée, ses cheveux naturels. Attachée lâchement en arrière, un sac en toile sur une épaule. Elle avait 29 ans, mais paraissait plus jeune quand elle souriait, ce qu'elle a fait immédiatement en repérant Amélie. « Je suis si contente que tu m'aies contactée », a-t-elle dit en s'asseyant en face d'elle. « Damien ne me dit jamais rien. Je dois toujours savoir ce qui se passe par maman, ce qui... » Elle s'est interrompue et a fait un petit geste fatigué de la main. « Je sais ce que tu veux dire », a dit Amélie simplement. Sandrine a ri un rire court et un peu piteux et a fait signe à un serveur. Elles ont parlé facilement pendant les 20 premières minutes. Sandrine a posé des questions sur la lune de miel, sur le travail d'Amélie, sur le fait de savoir s'il pensait prendre un chien. Amélie a répondu chaleureusement, a posé des questions en retour, a laissé la conversation respirer. Elle ne se précipitait vers rien. Elle écoutait de la manière dont elle est écoutée, toujours attendant le moment où quelque chose d'utile ferait surface naturellement sans être poussé. C'est arrivé quand Sandrine a commencé à parler de l'entreprise. « Damien n'arrête pas de dire qu'il va prendre plus de responsabilités là-bas », a dit Sandrine en roulant ses 2 mains autour de sa tasse. « Mais je jure que chaque fois que ça semble vraiment sur le point d'arriver, quelque chose change. Et soudain, ce n'est plus le moment, pas le bon moment. » Elle a secoué la tête. « Ça fait 2 ans qu'il dit ça. » Amélie a gardé une expression neutre. « Est-ce que quelque chose a changé dans l'entreprise en termes de structure, en quelque sorte ?» Sandrine a haussé les épaules comme si elle partageait quelque chose de moyennement intéressant, plutôt que de significatif. « Maman a réécrit la charte de succession il y a quelques années. Je crois que c'était juste après que Gérald ait eu ce problème de santé. Damien était censé prendre un vrai rôle de direction en 1 an, mais après qu'elle l'ait réécrite, le calendrier s'est juste étiré indéfiniment, en gros. » Elle a pris une gorgée de son café. « Papa a signé sans vraiment regarder de près. Tu sais comment il est. » Amélie a hoché la tête, son visage calme, son esprit déjà au travail. Il y a 2 ans à peu près,
au moment où Patricia avait commencé à restructurer les comptes de fiducie de la manière qu'Amélie avait documenté. Pas une coïncidence, loin de là. L'image s'est complétée dans sa tête avec le clic silencieux et satisfaisant d'une serrure qui se tourne. Patricia avait réécrit la charte de succession pour maintenir Damien à distance du contrôle opérationnel. Parce qu'au moment où Damien accéderait à une réelle autorité, il ordonnerait un audit. Procédure standard pour tout nouveau directeur. Et un audit signifierait des yeux d'experts judiciaires à l'intérieur des livres de Beaumont Capital, peut-être même les yeux d'Amélie maintenant qu'elle était la femme de Damien et une experte comptable judiciaire senior. Patricia n'avait pas seulement eu peur d'Amélie. Elle avait eu peur de ce que la prise de pouvoir de Damien apporterait avec lui. Elle avait ralenti la carrière de son propre fils pour se protéger caché derrière un langage sur la préparation et le bon moment. Le même genre de langage qu'elle avait utilisé sur Caroline Dubois. La même manipulation silencieuse visant le même objectif silencieux. Amélie a pris son café et a laissé passer un temps de silence. « Sandrine, a-t-elle dit prudemment, a-t-elle déjà fait ça avec d'autres personnes dont Damien ou ton père étaient proches ?» L'expression de Sandrine a changé. Pas surprise, mais plutôt comme si quelque chose qu'elle portait depuis longtemps venait d'être nommé. « Oui, a-t-elle dit. » Elle a tourné lentement sa tasse entre ses mains. Elle l'a fait avec des femmes, principalement toute personne qu'elle pensait détourner l'attention de Damien d'elle ou menacer sa position d'une manière ou d'une autre. Elle a fait une pause. Il y avait une femme que papa encadrait à l'entreprise il y a environ 4 ans, vraiment brillante. Patricia lui a rendu la vie très inconfortable, très discrètement, jusqu'à ce qu'elle démissionne. Elle a levé les yeux vers Amélie. Je n'ai rien dit à l'époque. J'étais plus jeune. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Elle a posé la tasse. Tu n'es pas la première personne à qui elle fait ça, a dit Sandrine. Mais tu es peut-être la première qui est réellement en position de faire quelque chose. Amélie a soutenu son regard un moment. Puis elle a hoché la tête une fois lentement. Merci de me l'avoir dit, a-t-elle dit. Sandrine a semblé vouloir en dire plus, puis ne l'a pas fait. Elle a regardé par la fenêtre à la place. Juste quoi que tu fasses, a-t-elle dit doucement. Sois prudente. Amélie n'a pas répondu directement à cela. Elle a juste souri un sourire petit et sans hâte et a fini son café. Elle a appelé René le soir même. Pas de préambule. Elle a d'abord envoyé le dossier, les documents du trust, le langage de la charte de succession que Sandrine avait décrit, la chronologie de Caroline Dubois, les comptes reclassés, le tout organisé par onglets datés et sourcés. Puis elle a appelé. René a décroché à la 2e sonnerie. Il y a eu une pause pendant qu'elle ouvrait le dossier. Amélie. Sa voix était plate avec un type particulier d'incrédulité qui n'avait rien à voir avec le doute et tout à voir avec l'ampleur. C'est beaucoup, je sais. La réécriture de la charte de succession à elle seule. René s'est arrêté. Si ce langage signifie ce que je pense qu'il signifie, elle a effectivement empêché Damien de pouvoir autoriser un audit indépendant sans sa cosignature. C'est ce que je pensais, a dit Amélie. Et les reclassifications des comptes de fiducie correspondent exactement à la chronologie, au trimestre près. Un autre silence. Amélie pouvait entendre René faire défiler, cliquer, lire. D'accord, a finalement dit René. De quoi as-tu besoin de ma part ? Amélie s'est adossée à sa chaise. Elle a regardé le dossier ouvert sur son écran, tout disposé en rangées propres et étiqueté. « J'ai besoin que tu me dises ce que cela vaut dans une pièce, a-t-elle dit. Légalement, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui a besoin de plus de documentation, et ce qu'une personne avec l'autorité de fondateur pourrait réellement en faire si cela lui tombait entre les mains. René est restée silencieuse une seconde. Tu parles de Gérald. Je parle de construire quelque chose qui n'a pas besoin d'émotion pour être dévastateur, Amélie. Je veux que ce soit bétonné avant que quiconque ne le voie. L'invitation est arrivée par SMS. C'est la première chose qu'Amélie a remarquée. Pas un appel téléphonique, pas même un email, un SMS envoyé au numéro personnel d'Amélie un mardi matin, formulé avec une sorte de chaleur qui n'atteignait pas tout à fait les bords. Amélie, je pensais au fait que nous avons mal commencé. J'adorerais déjeuner, juste nous deux. Jeudi, 12h30. Maison Gérard. C'est moi qui régale.
Patricia. Ta. Amélie l'a lu une fois. Puis elle a posé son téléphone sur son bureau, a fini la colonne qu'elle examinait et l'a repris. Elle a répondu « Ça me semble charmant, je serai là ». Puis elle est retournée au travail. Maison Gérard était le genre de restaurant qui ne mettait pas les prix sur le menu. Les plafonds étaient hauts, les nappes étaient blanches et repassées à plat, et tout, les fleurs, l'éclairage, la façon dont l'hôte souriait, était conçue pour communiquer que certaines personnes appartenaient simplement ici et que d'autres étaient les invités de ces personnes. Patricia était déjà assise quand Amélie est arrivée. Elle avait choisi une table près du centre de la pièce, pas un coin tranquille, un endroit où elle pouvait être vue. Elle portait un blazer crème et des boucles d'oreilles en perles, ses cheveux argentés lisses et coiffés. Elle ressemblait à une femme qui n'avait jamais été prise au dépourvu de sa vie. Elle s'est légèrement levée à l'approche d'Amélie, lui touchant le bras en guise de salutation, la façon dont les femmes le font quand elles veulent paraître chaleureuses sans s'engager. « Tu es magnifique », a dit Patricia. « Assieds-toi, assieds-toi. » Amélie s'est assise. Elle a lissé sa serviette sur ses genoux et a souri. Son téléphone enregistrait déjà face contre table dans la poche de sa veste. Elle l'avait démarré dans la voiture. Elles ont commandé. Patricia a d'abord dirigé la conversation sur des sujets sûrs. Comment Amélie s'installait si elle et Damien avaient pensé à un plus grand logement, une brève mention d'un événement caritatif à venir au printemps. Amélie a répondu à chaque question agréablement posant des questions de suivi, laissant Patricia sentir le rythme du déjeuner se dérouler exactement où elle le voulait. Elle était douée pour ça, s'asseoir dans une conversation, sans la contrôler, laissant l'autre personne croire qu'elle menait la danse. L'avenant est apparu avec les salades. Patricia a fouillé dans son sac à main structuré et a posé une petite enveloppe sur la table à côté de l'assiette d'Amélie, sans hâte presque nonchalamment. « Je voulais apporter quelque chose », a-t-elle dit. En guise de geste, un vrai. Elle a joint ses mains. Quand deux familles se réunissent, il y a toujours des ajustements des papiers à mettre à jour. Ceci est juste un petit avenant au contrat de mariage. Il formalise que les questions financières de l'entreprise restent internes à la structure existante de la famille. Elle a souri. C'est un geste de confiance, vraiment quelque chose pour rendre les choses plus claires pour tout le monde. EPC. Amélie a pris l'enveloppe. Elle l'a ouverte lentement comme quelqu'un qui la lirait attentivement pour la première fois sans déjà savoir ce qu'elle disait. Une clause qui privait Amélie de toute qualité pour agir en justice, pour contester les finances de Beaumont Capital classées sous le langage de l'unité familiale. « J'apprécie que tu me l'expliques », a dit Amélie. Sa voix était chaude facile. « Je veux juste m'assurer de bien tout comprendre avant de signer quoi que ce soit. Tu sais comment je suis avec les documents. » Elle a ri doucement d'un air autodérisoire, non menaçant, habitude professionnelle. Patricia s'est détendue visiblement. Ses épaules ont baissé d'1 centimètre. « Bien sûr, » a-t-elle dit. « C'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas d'urgence. » Elle y croyait. Amélie pouvait le voir. La satisfaction tranquille d'une femme qui pensait regarder quelqu'un entrer dans une pièce qu'elle avait déjà verrouillée de l'intérieur. Le plat principal est arrivé. Patricia a versé plus d'eau. Et puis, parce qu'elle était à l'aise maintenant, parce que le déjeuner se déroulait exactement comme elle l'avait prévu, elle a commencé à parler de l'entreprise de la manière dont les gens parlent quand ils croient que l'autre personne dans la pièce n'est pas une menace. La vérité est que les dernières années ont nécessité une gestion créative, a-t-elle dit, coupant sa nourriture avec précision. Les flux de trésorerie dans la gestion de patrimoine ne sont jamais aussi simples que les gens l'imaginent. Il y a des trimestres où nous devons être flexibles sur l'endroit où les fonds se trouvent. Emprunter d'un compte pour équilibrer un autre à court terme. C'est une pratique courante. Elle l'a dit légèrement comme si c'était une note de bas de page. L'important est que tout soit réglé, et c'est le cas. Amélie a hoché la tête lentement, son expression pensive, compréhensive. Elle a levé son verre d'eau. « C'est logique », a-t-elle dit. Damien l'a appelée à 16h47 cet après-midi-là. Elle savait avant de répondre qu'il avait déjà eu des nouvelles de Patricia. « Salut », a-t-il dit. « Alors ma mère a mentionné que vous aviez déjeuné ensemble aujourd'hui. » « C'est exact », a dit Amélie.
Elle était à son bureau, sa veste accrochée au dos de sa chaise, son téléphone contenant toujours tout ce dont elle avait besoin. Elle a dit que ça s'était très bien passé. Une pause. J'espère juste que ça n'a pas semblé être une pression quoi qu'elle ait abordée. Je ne veux pas que les choses se compliquent entre vous deux en ce moment. Elle part d'une bonne intention. Vraiment. Amélie a regardé le mur en face d'elle. Je sais qu'elle le fait, a-t-elle dit. Je pense qu'elle a juste besoin de sentir que les choses sont stables, a dit Damien. Que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends, a dit Amélie. Un temps de silence passa entre eux, et Damien ne lui demanda pas comment elle se sentait à ce sujet. Ne demanda pas ce que Patricia avait mis sur la table, ou si Amélie allait bien, ou comment le déjeuner s'était réellement passé de son point de vue. Il avait juste besoin de savoir que les choses étaient calmes. Elle lui a dit qu'elle l'était, et elle le pensait juste pas de la manière dont il le comprenait. Après avoir raccroché, elle est restée assise un moment dans le calme de son bureau. Pas de colère, pas de chagrin, juste une reconnaissance claire et immobile, le genre qui arrive non pas avec du bruit, mais avec la douce finalité de quelque chose qui se met en place. Elle a ouvert le dossier intitulé « Patricia » et a ajouté un nouvel onglet. Elle l'a simplement intitulé « Prochaines étapes ». Elle a gardé l'invitation simple. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter à propos de l'entreprise », a-t-elle dit à Damien le lundi soir. « J'aimerais que tout le monde soit là. Toi, tes parents, Sandrine, ce week-end à la maison. » Damien a levé les yeux de son téléphone. Tout le monde, quel genre de quelque chose? Le genre qui vous affecte tous, a dit Amélie. J'expliquerai quand nous serons ensemble. Il a étudié son visage un moment cherchant l'alarme ou le drame. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre, juste Amélie calme et stable comme elle l'était toujours. D'accord, a-t-il dit lentement. Je vais organiser ça. La maison des Beaumont se trouvait derrière une longue allée privée, le genre de maison qui avait été décorée une fois il y a des décennies, puis simplement entretenue. De lourds rideaux, des peintures à l'huile, des meubles qui communiquaient la vieille richesse sans essayer. Le salon où ils se sont réunis ce samedi après-midi était grand et calme, une pâle lumière d'hiver entrant par de hautes fenêtres. Gérald était assis dans son fauteuil habituel près de la cheminée. Damien se tenait près de la fenêtre, les bras ballants. Sandrine avait pris place à l'autre bout du canapé, ses mains enroulées autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Patricia était assise le dos droit et les jambes croisées, portant un blazer anthracite, son expression déjà composée en quelque chose de poliment attentif, le visage d'une femme qui avait déjà décidé que rien ici ne pouvait l'atteindre. Amélie a posé son porte-document en cuir sur la table basse et s'est assise en face d'eux tous. Elle ne l'a pas ouvert tout de suite. « Merci d'avoir pris le temps », a-t-elle dit. Sa voix était égale sans hâte. « Je vais garder cela organisé car il y a beaucoup de choses à couvrir. » Patricia a souri d'un sourire mince et exercé. « Bien sûr, Amélie, nous écoutons. » Amélie a ouvert le porte-document. Je veux commencer par l'avenant au contrat de mariage que Patricia a apporté à notre déjeuner la semaine dernière. Elle a placé une copie imprimée propre au centre de la table. Spécifiquement, la clause qui aurait supprimé ma qualité pour agir en justice pour contester les finances de Beaumont Capital. Je ne l'ai pas signée, mais je l'ai lue attentivement, et cela m'a orienté vers des questions que j'avais déjà commencé à me poser. Gérald s'est légèrement penché en avant, les sourcils froncés. Amélie a continué. L'entreprise est à environ 18 mois de l'insolvabilité. Elle a posé un deuxième document, les documents croisés organisés par trimestre. Ceci est basé sur les divulgations publiques que j'ai mises en correspondance avec la structure opérationnelle de l'entreprise. Les pertes sont réelles. Ce qui est également réel, c'est la façon dont elles ont été couvertes. Elle a placé le troisième document à côté des autres. Les comptes de fiducie des clients ont été utilisés pour absorber les déficits d'exploitation à plusieurs reprises. Ce n'est pas une gestion créative de la trésorerie. Elle a dit la phrase doucement, sans emphase, la laissant atterrir d'elle-même. C'est une violation de conformité, une violation grave. La pièce était très silencieuse. Les yeux de Gérald se sont déplacés lentement sur la page devant lui. Quelque chose a changé sur son visage. Pas de la surprise exactement, mais plutôt une confirmation.
Le regard d'un homme qui s'était dit pendant des années que la chose qu'il soupçonnait n'était pas réelle, et qui regardait maintenant quelqu'un lui remettre la preuve qu'elle l'était. Patricia a posé son verre d'eau avec précaution. Ces documents sont lus hors de leur contexte, a-t-elle dit. Sa voix était lisse. L'entreprise a traversé des périodes difficiles auparavant. Ce qu'elle décrit est une gestion de trésorerie standard entre. Ceci est l'enregistrement de notre déjeuner, a dit Amélie. Elle a posé son téléphone sur la table et a appuyé sur play. La voix de Patricia a rempli la pièce claire et sans hâte. Il y a des trimestres où nous devons être flexibles sur l'endroit où les fonds se trouvent empruntés d'un compte pour équilibrer un autre à court terme. C'est une pratique courante. La mâchoire de Patricia s'est légèrement contractée. Juste assez. C'était une conversation privée, a-t-elle dit. Elle a été complètement sortie de son contexte, a dit Amélie. Oui. Elle l'a regardé directement sans ciller. J'ai entendu ça. Elle a tourné la page de son porte-document. Voici Margaret O'Day, a-t-elle dit en plaçant un dernier document sur la table. Elle était partenaire chez Beaumont Capital il y a 11 ans. Elle commençait à documenter des irrégularités financières au sein de l'entreprise lorsqu'elle a été poussée à la sortie par une campagne coordonnée remettant en question sa compétence professionnelle. J'ai la correspondance. Elle l'a dit à côté du reste. Le schéma est identique. La seule différence est qu'elle n'avait pas de documentation aussi organisée. Sandrine était devenue très immobile à l'autre bout du canapé. Elle fixait les documents de la manière dont quelqu'un fixe quand il ne lit pas, mais se souvient. Damien n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre. Son visage était passé par plusieurs phases au cours des dernières minutes. Confusion, malaise, et enfin, alors que l'enregistrement se terminait et que la pièce devenait silencieuse, quelque chose qui ressemblait à de la colère. Une colère lente, le genre qui n'arrive que lorsqu'il n'y a absolument aucune autre direction à prendre. « Maman », a-t-il dit, juste ce mot plat et creux. Patricia ne l'a pas regardé. Elle regardait les documents sur la table, ses mains jointes sur ses genoux, son calme toujours présent mais plus mince maintenant pressé à plat comme du papier laissé sous la pluie. Gérald a pris le document d'insolvabilité. Il l'a retourné une fois, puis l'a tenu à deux mains et l'a lu lentement. Quand il a fini, il l'a posé. « Je dois revoir l'accord de partenariat original », a-t-il dit doucement. « Il y a des dispositions dans la clause du fondateur que je n'ai pas regardées depuis longtemps. » Il n'a rien dit d'autre. Il n'en avait pas besoin. Patricia s'est levée de sa chaise. Son visage était composé. Ses mains ne l'étaient pas. Elle est sortie de la pièce sans un mot. Gérald a appelé Damien le lundi matin. Amélie n'était pas invitée. Elle ne s'y attendait pas. Elle leur avait tendu l'allumette. Ce qu'ils en faisaient n'était plus son travail. Les bureaux de Beaumont Capital et Associés occupaient le 14e étage d'un immeuble du centre-ville. Tout en verre et en pierre polie, le genre d'espace conçu pour que les clients sentent que leur argent est en sécurité. Patricia avait choisi la décoration elle-même, chaque meuble, chaque diplôme encadré sur le mur. Ses empreintes étaient sur tout. Gérald est arrivé tôt. Il s'est assis à la tête de la table de conférence avec l'accord de partenariat original devant lui, un document épais, relié en bleu foncé, rédigé il y a 32 ans, quand l'entreprise n'était encore qu'un nom et une idée. Il avait lu la clause du fondateur 2 fois la veille et une fois de plus ce matin-là. Le langage était simple. Il n'avait pas eu besoin d'un avocat pour l'interpréter. Damien est arrivé ensuite, puis Sandrine. Aucun d'eux n'a beaucoup parlé. La pièce avait l'atmosphère de quelque chose de déjà décidé où les mots n'étaient qu'une formalité. Patricia est entrée la dernière composée, son manteau anthracite boutonné jusqu'en haut. Elle a balayé la pièce comme elle le faisait toujours, mesurant se positionnant. Puis elle a vu l'accord de partenariat sur la table. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Rapide, disparu. Elle s'est assise. « Gérald, a-t-elle dit, j'aimerais avoir une chance de répondre aux préoccupations de samedi avant. » « J'ai examiné la clause du fondateur, a dit Gérald. Sa voix était calme, prudente. La façon dont un homme parle quand il a attendu trop longtemps pour dire quelque chose et veut que chaque mot soit juste. Article 7. Autorité de contrôle originale sur les nominations opérationnelles conservées par les partenaires fondateurs en cas de manquement grave à la conduite fiduciaire.
Le menton de Patricia s'est légèrement levé. Cette clause a été écrite pour des circonstances hypothétiques. Elle n'a jamais été. Je l'invoque maintenant, a dit Gérald. Il a fait glisser une seule feuille de papier sur la table vers elle. À compter d'aujourd'hui, vous êtes démise de vos fonctions de contrôle opérationnel de Beaumont Capital et Associés. Votre pouvoir de signature sur les comptes de l'entreprise est suspendu. La pièce était silencieuse. Patricia a regardé le papier. Elle ne l'a pas touché. « Tu fais une erreur », a-t-elle dit. « Stable toujours. Sans moi pour gérer les relations clients, cette entreprise perd. » Le responsable de la conformité a déjà été contacté, a dit Gérald. Il a joint ses mains sur la table. Les registres des comptes de fiducie ont été soumis pour examen. Ce processus est maintenant hors de nos mains. Patricia s'est tournée vers Damien. Il regardait la table. « Damien !» Sa voix a changé. Plus douce maintenant, tirant sur quelque chose. « Tu sais à quel point j'ai travaillé dur. Tout ce que j'ai construit pour cette famille et pour toi. » Damien a levé les yeux. Son visage était fatigué d'une manière qui allait au-delà d'une seule nuit blanche. « Maman !» a-t-il dit. « L'enregistrement, les documents. Je suis resté assis là et j'ai tout écouté. » Il a fait une pause. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. » Elle a attendu qu'il en dise plus. Il ne l'a pas fait. Patricia a regardé Sandrine ensuite. Sandrine l'a regardé en retour. Pas d'excuses, pas de colère non plus. Juste une sorte de calme qui disait qu'elle avait déjà pris sa décision avant d'entrer. Patricia s'est levée. Elle a lissé son manteau des deux mains, un geste lent et prudent, la façon dont une personne se range quand il ne reste plus rien à contrôler que sa propre surface. Elle a pris son sac. Elle est sortie de la même manière que samedi, sans un mot. Mais cette fois, Amélie ne regardait pas. Et d'une manière ou d'une autre, c'était la partie que Patricia ressentirait le plus longtemps. L'appartement était silencieux quand Damien est rentré ce soir-là. Amélie était assise à la table de la cuisine, les deux mains autour d'un verre d'eau. Elle n'avait pas allumé beaucoup de lumière, juste celle au-dessus de la table. Damien a posé ses clés. Il l'a regardée et quelque chose dans la façon dont elle était assise immobile sans hâte, déjà arrivée, là où elle allait, lui a dit que ce n'était pas une conversation qu'il pouvait diriger. Il s'est assis en face d'elle. « C'est fait », a-t-il dit. « Mon père a invoqué la clause du fondateur. Elle est dehors. » Amélie a hoché la tête. « Je sais. » Un silence s'est installé entre eux. « Je veux dire quelque chose, » a dit Amélie. « Et je veux le dire clairement. » Elle l'a regardé directement. « Je demande l'annulation du mariage. » Damien est devenu très immobile. « Amélie, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui m'a regardé me faire frapper, » a-t-elle dit. Sa voix n'a pas vacillé. Il n'y avait pas de chaleur dedans. Juste le bord net et final d'une décision qu'elle portait depuis des semaines. « Et puis quand je t'en ai parlé, tu m'as demandé de laisser tomber pour la famille. » Elle a laissé cela en suspens un moment. « Je ne t'ai pas épousé pour gérer les sentiments de ta mère, et je n'ai pas épousé quelqu'un qui reste silencieux quand ça compte. »« Ce n'est pas juste, » a dit Damien. Sa voix s'est brisée sur les bords. « J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment. »« Je sais, » a-t-elle dit, et elle le pensait. « Je crois que c'est vrai. Alors donne-moi une autre chance. » Il s'est penché en avant, les mains ouvertes sur la table. « Je te le demande s'il te plaît. Je sais que je t'ai laissé tomber, je le sais, mais je te demande une autre chance. » Amélie l'a regardé pendant un long moment, l'homme qu'elle avait aimé, qu'il avait aimé, en retour de toutes les manières qui ne lui coûtaient rien. « Certains moments n'ont pas de seconde chance d'être la première fois, » a-t-elle dit doucement. « Tu as eu ta chance sur cette piste de danse, Damien, et tu as choisi le silence. » Mon sétio, mon passé citéis. Elle s'est levée. C'était ta réponse. Elle a pris son verre étalé à l'évier et l'a rincé. Puis elle a quitté la pièce. Le nouveau bureau était au 22e étage. Amélie aimait ce détail plus qu'elle ne s'y attendait. Pas à cause de la hauteur, mais à cause de la lumière. Des fenêtres du sol au plafond orientées à l'est, et le matin, le soleil entrait plat et net et éclairait tout sans demander la permission. Elle est arrivée tôt le premier jour officiel en tant que chef de la division de la conformité judiciaire au groupe financier Méridien, de la même manière qu'elle était arrivée à chaque emploi qu'elle avait jamais eu avant le bruit, avant que la performance de la journée ne commence. Elle a posé son sac, a arrangé ses dossiers comme elle les aimait, le cas le plus ancien à gauche, le travail actif au centre du papier propre à droite, et s'est tenue à la fenêtre un moment, son café chaud à la main, regardant la ville en contrebas. Il avait fallu 1 an pour en arriver là, pas une année longue, exactement une année pleine. L'appel de Méridien était venu 6 mois après la finalisation de l'annulation.
Son contact là-bas, un directeur principal nommé Willis, qu'elle avait croisé 2 fois lors de conférences sur la conformité, avait été direct. « Nous avons entendu comment vous avez géré l'affaire Beaumont », avait-il dit. « Documentation propre, pas de fuite, pas de cirque judiciaire. Vous avez monté tout le dossier seul et l'avez transmise aux bonnes personnes. » Une pause. Ce n'est pas courant. Amélie l'avait remercié sans trop expliquer. Elle savait qu'il ne fallait pas combler le silence avec des mots inutiles. Ce que Willis n'a pas dit et n'avait pas besoin de dire, c'est qu'il y avait 3 autres candidats pour le poste, tous avec des titres plus longs et des noms plus connus. Amélie le savait en y allant. Elle savait aussi qu'aucun d'entre eux n'avait jamais démantelé quelque chose de la taille et de la structure de dissimulation de Patricia Beaumont sans laisser la moindre empreinte digitale. Elle a eu le poste. Sandrine lui avait envoyé un SMS ce matin-là. « Premier jour, je veux un rapport complet. Aussi, je paye le dîner vendredi. Pas de discussion. » Amélie avait souri à son téléphone et avait répondu « Pas de discussion ». Elle se parlait 1 fois par semaine, maintenant parfois plus. Cela avait commencé prudemment. 2 femmes tournant autour des décombres de la même situation sous des angles différents, cherchant à savoir ce qu'elles se devaient l'une à l'autre. C'était devenu quelque chose de réel. Sandrine dirigeait maintenant l'initiative de culture interne chez Beaumont Capital, un rôle nouvellement créé, l'idée de Gérald, bien que Sandrine ait fait le travail de le définir elle-même. Elle avait restructuré 2 filières de recrutement, fait appel à un consultant en éthique externe et supervisé personnellement la suppression discrète de 3 politiques de longue date qui avaient toujours semblé neutres sur le papier et ne l'étaient pas. Elle appelait Amélie quand elle se heurtait à des murs. Amélie écoutait et posait parfois la seule question qui aidait Sandrine à trouver la réponse qu'elle avait déjà. « Tu m'as montré à quoi ressemble le fait d'arrêter de se faire plus petite », lui avait dit Sandrine 1 fois quelques mois plus tôt. Elle marchait après le dîner, l'air frais et vif. « Je l'avais fait toute ma vie, je ne l'avais même pas remarqué. » Amélie l'avait regardé. « Tu l'as remarqué », avait-elle dit. « C'est pourquoi tu fais quelque chose à ce sujet maintenant. » Sandrine était devenue silencieuse de la manière dont les gens le font quand quelque chose tombe exactement juste. Le nom de Patricia n'était plus sur le papier à en tête. Amélie le savait non pas parce qu'elle le suivait, mais parce que Gérald l'avait mentionné à Sandrine, et Sandrine le lui avait mentionné sans poids ni cérémonie. La façon dont on rapporte un fait qui s'est déjà installé dans le passé. L'examen réglementaire était en cours, pas rapide comme ces choses ne le sont jamais, mais approfondi. Patricia avait engagé un avocat. Il n'y avait pas eu de scène de tribunal dramatique, pas de spectacle public, juste la machinerie lente et broyante de la responsabilité institutionnelle, faisant ce qu'elle fait quand quelqu'un lui remet enfin les bons documents. Patricia avait contacté Damien 2 fois au cours de l'année écoulée selon Sandrine. 1 fois pour contester le retrait opérationnel, 1 fois pour son anniversaire, un message auquel il n'avait pas répondu. Elle vivait dans la même maison. Son nom était toujours sur les mêmes comptes, mais l'architecture de son influence, la partie qu'elle avait passé 30 ans à construire, la partie qui était censée lui survivre, avait disparu. Damien avait envoyé un message 8 semaines après l'annulation. « Je pense beaucoup à cette nuit-là. Je sais qu'il est trop tard. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. » Amélie l'avait lu 1 fois. Elle était restée avec ça un moment, non pas avec chagrin, non pas avec satisfaction, elle l'avait juste regardé comme elle regarderait un dossier classé, quelque chose qui était terminé, quelque chose qui avait été traité correctement. Elle n'avait pas répondu non pas parce qu'elle était en colère, elle ne l'était plus, elle n'avait simplement rien à lui dire qui importerait à l'un ou à l'autre, et elle avait appris il y a longtemps à ne pas rouvrir des documents qui étaient déjà complets. Un jeudi matin, 11 mois après son nouvel emploi, Amélie se tenait devant le miroir de sa salle de bain en se préparant pour le travail. Elle a levé la main sans réfléchir comme elle l'avait fait quelquefois au cours de l'année écoulée et a touché sa joue droite, l'endroit où la main de Patricia avait atterri, l'endroit qu'elle avait lissé dans une pièce pleine d'étrangers haletants et qu'elle avait porté silencieusement jusqu'à sa fin. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien eu là depuis longtemps, juste son propre visage sans hâte, la regardant en retour. Elle a souri pas au souvenir, mais à ce qui l'avait remplacé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a eu un sens pour vous, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai 2 histoires sur l'écran que vous devez absolument regarder ensuite. Passez une excellente journée.